matin, Culture Média. Avec Thomas Hill, et c'est l'heure, Thomas, de la question média du jour. Depuis le 7 octobre, le bruit de la guerre résonne à nouveau sur le sol israélien et en parallèle de ces affrontements sur le terrain, une guerre de l'information fait rage sur les réseaux sociaux et dans les médias pour influencer les opinions publiques mondiales. Alors à l'ère de la défiance généralisée, comment s'y retrouver dans ce flot d'informations et comment les journalistes travaillent sur place pour démêler le vrai du faux? On en parle avec nos invités. Thomas Huchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste des réseaux sociaux et puis en direct depuis Tel Aviv, Franck Meloul, PDG D24 News, chaîne d'information internationale du groupe Altis, basée donc en Israël. Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. D'abord, c'est une situation qui est évidemment très compliquée, j'imagine, pour vos journalistes. Racontez-nous comment ils travaillent actuellement sur le terrain, Franck Meloul. Écoutez, vous savez, nous venons de célébrer notre 10e anniversaire. Et malheureusement, pendant ces 10 années, nous avons été confrontés à plusieurs conflits entre Israël et le Hamas. Simplement, cette fois, il y a une dimension qui est complètement différente. Les journalistes sont habitués à être sur le terrain sous les tirs de roquettes et de couvrir aussi les réponses et représailles israéliennes. Mais là, ils font face à une atrocité qu'ils n'ont pas connue auparavant. Nos journalistes ont été parmi les premiers à rentrer dans les kibboutz et à constater des charniers de corps les uns sur les autres. Et puis il y a une émotion particulière qu'il faut gérer aussi. Donc on fait notre travail de journaliste, nous sommes sur le terrain, nous relatons les faits, mais en coulisses il y a aussi une très forte émotion à gérer parce que beaucoup ont perdu des amis, de la famille, ou ont aussi des parents qui sont en otage à Gaza. Donc c'est pas évident tous les jours. Et puis alors il y a ce travail sur le terrain aussi, il y a de nombreuses images qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Comment vous faites pour faire le tri dans toutes ces images et pour éviter aussi de relayer des fausses informations? Est-ce que vous avez une équipe de fact-checkers par exemple? Alors là aussi, il y a quelque chose d'inédit dans ce conflit, c'est que il vous aura pas échappé que pendant la journée du 7 octobre, beaucoup de vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, sur Snapchat, sur Facebook, sur Instagram, parce que le Hamas a pris le contrôle de la communication ce jour-là. On voit et on le montre chez nous que les forces terroristes qui sont rentrées et qui se sont infiltrées avaient sur elles des caméras. Ils ont tout filmé. Ouais. Et donc, les vidéos que l'on voit sur les réseaux sociaux sont des vidéos qui ont été postées par le Hamas lui-même, montrant avec fierté toutes les exactions qui ont été commises. Alors après, c'est une question éditoriale. On se pose la question de savoir, est-ce qu'on le montre ou on le montre pas? Nous avons pris la décision de le montrer cette fois. En temps normal, nous ne le montrons pas. Après, la question, c'est comment le montrer? Tout d'abord, nous devons répondre aux règles de la censure, qui est de respecter la vie privée des familles. Tant que les familles ne sont pas alertées du décès d'un parent, nous n'avons pas le droit de le communiquer. Et puis aussi, nous avons décidé de flouter les images de visage ou de corps. Maintenant, je dois vous dire que il y a aussi quelque chose de très important qui est en train de se passer, c'est que les familles des victimes nous envoient des vidéos et nous demandent de les poster, nous demandent de les montrer et ils nous demandent même de ne pas flouter. Et ça, c'est quelque chose auquel nous n'étions pas confrontés avant, parce que i24 News est devenu une plateforme de témoignage sur ce qui s'est passé ce fameux 7 octobre. Maintenant, sur la question du fact-checking, j'ai pas une équipe dédiée au fact-checking. Mais comme vous le savez, i24 News, c'est 3 chaînes. Une chaîne en anglais, une chaîne en français et une chaîne en arabe. Et donc, la diversité de cette chaîne fait que mes journalistes sont sur plusieurs groupes. Nous avons des journalistes qui sont sur les groupes israéliens, mais nous avons aussi des journalistes qui sont sur les groupes WhatsApp du Hezbollah et du Hamas. Ce qui leur permet de challenger, de comparer les sources avant de poster quoi que ce soit. Et dans un conflit comme celui-là, Thomas Huchon, est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas devenus encore plus importants finalement que les médias traditionnels pour justement influencer les opinions publiques? On est confronté à un espèce de double problème, désormais de manière très récurrente à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important ou de notoire dans le monde. Vous avez ce qui va se raconter en temps réel et vous avez la deuxième narration qui se passe sur ces réseaux. Sur ces réseaux, on va trouver tout ce que les grands médias professionnels ne
peuvent pas montrer pour des raisons éthiques évidentes, de déontologie et tout. Et on va aussi trouver l'autre pan de l'information d'aujourd'hui, l'infodémie, comme disait l'OMS, la pandémie de fausses informations. Là, on est en plein là-dedans, et on est en plein dans un espèce de double truc dans lequel il y a à la fois des choses complètement fausses, sorties de son contexte, qui servent à diffuser des fake news et à modifier la perception globale de ce que tel citoyen va penser de ce conflit. Et on va avoir un autre type d'opération qui est là, de montrer dans l'immédiateté, comme c'était très bien raconté à l'instant, l'hyperviolence de cette attaque terroriste pour faire de ces images une forme de propagande de la terreur. C'est ça. Et là, je crois qu'on a quand même un énorme problème. Regardez, entre Christchurch en 2014, quand ce terroriste en Nouvelle-Zélande massacre des musulmans dans une mosquée en se filmant en direct sur Facebook, et ce qui s'est passé le 7 octobre, il y a quelque chose qui n'a pas changé dans le monde. C'est que les réseaux sociaux laissent publier n'importe quoi et qu'ils ne portent pas la responsabilité de ce qu'ils diffusent. Franchement, je crois qu'on aurait pu se passer 24 heures de ces réseaux après le 7 octobre et leur dire, les gars, vous n'avez rien vérifié, on ferme tout, vérifiez et arrêtez de nous montrer des enfants décapités en direct sur nos réseaux, c'est insupportable. Et le réseau sur lequel on va principalement chercher de l'info, c'est X, anciennement Twitter. C'est peut-être celui qui pose le plus de questions. On en reparle dans un instant dans Culture Média. Tout de suite. Culture Média avec la suite de la question média du jour. On parle du traitement du conflit en Israël avec vos invités Thomas Hill, Thomas Huchon, journaliste spécialiste des réseaux sociaux, et puis en direct depuis Tel Aviv, Franck Meloul, PDG d'I24, la chaîne d'information internationale du groupe Altis basée donc en Israël. Et je le disais avant la pause, Thomas Huchon, le réseau sur lequel on va principalement chercher de l'info, c'est vrai que c'est Twitter, c'est X, et ça pose beaucoup de questions aujourd'hui parce que la modération, elle y est quasiment inexistante. Ouais, on a toujours dit que Twitter, pour l'appeler comme les gens le reconnaissent encore, même si ça fera pas plaisir à Elon Musk, on dit que Twitter, c'est le média de l'instant. C'est là où on va pour savoir ce qui se passe, c'est là où on va prendre le pouls de l'actualité, c'est là où les informations circulent très rapidement, et notamment, nous l'avons expérimenté en 2015, après une attaque terroriste. C'est là qu'on va regarder ce qui se passe, qu'on essaie d'avoir des informations. On a un énorme problème sur Twitter parce que depuis un an, il a été effectivement racheté donc par Elon Musk, ce milliardaire d'origine sud-africaine, ce qui un lendemain de défaite ne nous fera pas forcément plaisir non plus. Mais bon, passons là-dessus. Et en fait, il a profondément modifié ce réseau. Ouais. On a l'impression qu'il a changé de nom et qu'il y a 2-3 trucs qui ont changé, mais en fait, il a changé presque le fondement même de Twitter. Sur Twitter, premièrement, il y avait des modérateurs. Il y avait des gens qui étaient là, c'était le métier de supprimer les contenus illégaux, interdits. On sait qu'ils sont plus de la moitié à avoir été licenciés par Musk, et donc il y avait que 2000 modérateurs sur Twitter pour 300 millions d'utilisateurs avant le rachat de Musk. Là, il y en a moins, et probablement peut-être même pas un millier. Ça pose un immense problème. Le deuxième problème, c'est que sur Twitter, il y avait eu, à force, des utilisateurs qui avaient fait un petit peu le ménage de comptes toxiques, de comptes qui faisaient l'apologie du terrorisme, de l'antisémitisme, qui avaient subi des condamnations, qui avaient fait l'apologie d'actes de coups d'État aux États-Unis après le Capitole. Il y avait des milliers de comptes qui avaient été supprimés. Musk les a réintégrés. Et pire, il a permis à ces gens d'extrême droite, extrêmement problématique dans un débat public, de s'acheter une petite pastille bleue en changeant le système de certification. J'explique 2 secondes pour vos auditeurs. Et donc de gagner de l'argent. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, sur Twitter, il y a les utilisateurs lambda et il y a ceux qui payent pour avoir plus de visibilité et des contenus plus longs. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que les pires des informateurs, les fabricants de fake news, ceux qui nous posent un vrai problème dans le débat politique et public d'aujourd'hui, eh bien, non seulement ils ont pu revenir sur Twitter, mais ils ont pu acheter un petit badge et diffuser de manière beaucoup plus importante leur contenu. Dans le même temps, les médias professionnels et les journalistes sérieux qui font du fact-checking, eh bien, nous avons été déplatformés. Nous, on nous a enlevé notre petite certification, et donc nos contenus, eh bien, ne retrouvent pas du tout les audiences qu'ils avaient auparavant. Je dis pas ça pour faire Calimero, je dis ça pour expliquer que quand on pense que sur Twitter, le débat est équitable, entre ceux qui publient des contenus, eh bien en fait il ne l'est pas. Il y a quelque chose qui s'appelle l'algorithme, qui va jouer là-dessus et qui va donner une prime aux désinformateurs et quelque part à celui qui va crier le plus fort. C'est pas exactement ça les règles de la démocratie. Et en même temps, j'imagine, Franck Meloul, que Twitter, c'est aussi un outil incontournable aujourd'hui pour vos journalistes. J'imagine qu'ils s'en servent au quotidien.
Oui, je partage tout à fait ce qui a été dit et moi je vois un double problème en ce qui me concerne, c'est que quand je vois un journaliste qui essaye de créer son journal en déroulant Twitter toute la journée, je m'inquiète. Le message que je passe toujours à mes journalistes, c'est non pas de redoubler de vigilance, mais de tripler le checking quand ils ont une information sur Twitter, ce qu'ils font maintenant chez nous. Deuxièmement, un autre problème que je vois sur Twitter, c'est que quand vous traitez des questions du Proche-Orient, tout de suite c'est passionnel et les commentaires qui sont souvent sous nos reportages déversent une haine inimaginable. Donc je suis totalement en phase avec ce qu'a dit Thomas Huchon, c'est qu'il y a une problématique aujourd'hui sur ces réseaux de dire n'importe quoi et n'importe comment. Mais il est vrai que dans la façon aujourd'hui de s'exprimer, ou même au niveau politique, nos journalistes attendent des déclarations politiques sous forme de tweets. Et ça a pris la place de communiqués de presse. Donc ça a changé totalement le mode de fonctionnement de la relation entre l'institution et le journaliste. Je crois d'ailleurs que vous avez lancé une tribune cette semaine contre Twitter. Contre Twitter, non, mais en tout cas, on est un certain nombre de journalistes, de fact-checkers, de spécialistes un peu de ces questions numériques, à proposer pour l'anniversaire du rachat d'Elon Musk, donc le 27 octobre, un No Twitter Day, un jour dans lequel nous n'irons pas sur Twitter, nous ne tweeterons pas, pour dire aussi que si cette plateforme est une entreprise privée et qu'elle a bien le droit, comme une entreprise privée, de faire ce qu'elle veut, elle doit malgré tout respecter les règles de nos démocraties. Vous savez, Twitter, c'est pas seulement une plateforme, c'est aussi un lieu, on l'a rappelé, pour faire de la politique. Donald Trump a quasiment gouverné l'Amérique depuis son compte Twitter pendant 4 ans. Et je crois que parce que c'est devenu un outil du dialogue dans nos démocraties, cet outil ne peut pas s'exonérer complètement des règles de ces mêmes démocraties. Et il y a un moment, il faudra que nous tapions du poing sur la table. J'ai l'impression que Thierry Breton a commencé, le commissaire européen, en essayant de jouer le bras de fer. Il ne faut pas se tromper. Ces entreprises, elles sont dans un rapport de force. Et donc, tant qu'on ne joue pas le rapport de force, quelque part, on ne pourra pas gagner. Merci beaucoup Thomas Huchon, on terminera là-dessus, journaliste spécialiste des réseaux sociaux. Merci aussi à Franck Meloul, en direct de Tel Aviv, PDG d'E24 News. Et un salut également à tous vos journalistes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Culture Média, ça continue juste après les infos de 10h, Thomas.